Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des bases des transformations chimiques. Mais avant ça, il va falloir voir comment distinguer une transformation chimique d'une transformation physique ou d'un mélange. Premier cas pour les transformations physiques, au début et à la fin, les espèces ne changeront pas, on aura les mêmes. Dans cet exemple, j'ai un glaçon dans un verre. Si j'attends un peu, le glaçon va fondre et j'aurai dans ce cas de l'eau liquide. Mais que ce soit avant ou après, j'aurai toujours de l'eau. Donc dans ce cas, l'espèce ne change pas, donc j'ai bien une transformation physique. Si on zoome au niveau des particules, on se rend compte que c'est les mêmes avant et après. La seule chose qui change, c'est l'agencement. À l'état solide, les molécules d'eau sont proches, fixes et ordonnées, alors qu'à l'état liquide, elles sont proches, mobiles et désordonnées. C'est une transition d'état qui est une transformation physique. L'espèce ne change pas, c'est l'agencement entre les particules qui va changer. Pour un mélange, je prends deux espèces chimiques que je les mets dans le même récipient. Je vais donc obtenir un mélange, mais les espèces en elles-mêmes ne changeront pas. Elles vont être mêlées, mais elles resteront identiques. Dans cet exemple, je verserai un colorant orange dans un verre d'eau. À la fin, j'obtiens donc de l'eau orange. Si on regarde au niveau des particules, je vais rajouter à mon eau le colorant qui est représenté sous forme de pentagone orange. Et à la fin, j'aurai mes particules de colorant qui seront donc entremêlées avec celles de l'eau. Ce qui a donné cet aspect donc de mélange homogène. Donc que ce soit pour un mélange ou une transformation physique, les espèces ne changeront pas. Et c'est là qu'interviennent les transformations chimiques, puisque j'aurai des espèces au début qui vont se transformer en de nouvelles espèces. Les espèces, avant on appelle ça les réactifs, ils vont disparaître et il y aura des produits, qu'on appelle ça, qui vont se former. Des espèces disparaissent, d'autres apparaissent, c'est une transformation chimique. Dans cette expérience, je vais brûler du fusain, c'est du carbone, dans une fiole remplie de dioxygène. Et à la fin, une fois que tout aura brûlé, je n'aurai plus de fusain. Si on regarde au niveau microscopique, on va voir les carrés noirs qui représentent le carbone et les ronds rouges qui représentent le dioxygène. Et donc pour les produits, cette fois-ci, on a une nouvelle espèce qui a été formée puisqu'on la représente par une nouvelle forme, une nouvelle couleur. Donc là, c'est du dioxyde de carbone qui est représenté ici. Et il peut bien sûr potentiellement encore rester des réactifs si jamais la réaction n'est pas totale. Alors attention, dans cet exemple, j'ai deux réactifs et un produit, mais après ça dépend vraiment des réactions. Je pourrais très bien avoir un réactif, plusieurs produits, ou généralement il y a plusieurs réactifs et plusieurs produits. Alors bien sûr, vous ne voyez pas les particules à l'œil nu, c'est pour ça qu'on va voir maintenant les signes qui peuvent indiquer qu'une transformation chimique a lieu. Je vous ai préparé une petite sélection de transformations chimiques intéressantes en vidéo et je vous assure que tout ça c'est réel.
Donc vous avez vu quelques exemples de transformations chimiques dans ces vidéos. Et qu'est-ce qu'il y a comme signe alors? Il peut y avoir un changement de couleur, il peut y avoir un changement de température. Hausse, ça sera exothermique. Baisse, ça sera endothermique. Il peut y avoir formation d'un gaz. Il peut y avoir variation de pH, ça c'est l'acidité, on verra ça juste après dans le prochain chapitre. Il peut y avoir précipitation, c'est quand un solide non soluble va se former. Il peut y avoir de la lumière aussi qui peut apparaître, etc., etc. Ces différentes observations peuvent être conséquences d'une transformation chimique, mais pas que. Attention, si je secoue ma bouteille d'eau gazeuse, le gaz ne va pas se former, c'est juste du gaz qui va sortir qui était dissous. Si je mélange du bleu et du jaune, j'obtiendrai un mélange vert, mais ce n'est pas forcément qu'il y ait une transformation chimique. Mais ce sont déjà des bons signes. Pour continuer, on va voir une transformation chimique que vous pouvez faire à la maison avec du bicarbonate et du vinaigre. Ici, j'ai pris du vinaigre ménager parce qu'il est plus riche en acide. Mais après, du vinaigre de cuisine, ça marche très bien. Ce que je vais faire, c'est que je prends une bouteille que je vais écraser. Je la mets de côté. Je prends maintenant un conteneur dans lequel je vais pouvoir mettre du bicarbonate. Je vais mettre quelques spatules dedans, peu importe la quantité, c'est pas ça qui importe ici. Voilà le bicarbonate, je le mets de côté. Je prends maintenant ma bouteille dans laquelle je vais verser un peu de vinaigre. Je vais fermer ma bouteille et maintenant je vais mesurer la masse de la bouteille avec le bouchon et également en même temps le pilulier avec le bicarbonate. Je place tout ça sur ma balance. Je mesure 157,8 grammes. Je vais le noter au tableau. Maintenant, je vais ouvrir ma bouteille et je vais mettre le pilulier dedans sans le renverser. Seulement, une fois que j'ai mis dedans, je fermerai la bouteille et là, je vais le renverser afin que le vinaigre rentre en contact avec le bicarbonate. Donc, on va mettre ça dedans gentiment. C'est bien, en plus c'est bloqué par les pliures. Je ferme ça et là, je vais m'arranger pour le faire tomber dedans. Et là, vous voyez, ça mousse bien et la bouteille se regonfle. Elle est comme neuve là. Je vais encore secouer un peu. Donc là, c'est clair, il se passe quelque chose, il y a un gaz qui se forme. Vous voyez bien qu'il y a plein de bulles. Ça s'est calmé. Vous voyez, c'est redevenu bien transparent. Et vous voyez surtout que il n'y a plus de bicarbonate. Toute la poudre a disparu. Donc là, si le bicarbonate a disparu, c'est parce qu'il a réagi avec le vinaigre. Ce n'est pas parce qu'il s'est dissous. On a bien vu qu'un gaz s'est formé. Il a gonflé la bouteille. Donc ça, c'est bien le signe qu'il y a une transformation chimique qui a eu lieu. Je repèse la bouteille à la fin de l'expérience. Et j'obtiens 157,7. J'avais 157,8 au début, j'ai 157,7 à la fin. La balance n'est pas très précise, mais donc on peut dire que c'est la même masse. Ça veut dire que même s'il y a des espèces qui ont disparu comme les bicarbonates et qu'il y a un gaz qui est apparu, la masse totale ne va pas changer. Et ça, on verra pourquoi quand on va parler des atomes et des transformations chimiques à l'état atomique. Donc à retenir, lors d'une transformation chimique, les espèces sont modifiées, mais la masse totale ne change pas. Et on n'en a pas encore fini avec cette réaction, puisqu'on n'a pas identifié le gaz. J'ai ici de l'eau de chaux, donc on va pouvoir voir si c'est du dioxyde de carbone qui est produit ou si c'est autre chose. J'ai un deuxième Erlenmeyer avec un bouchon avec un trou, on va pouvoir mettre notre tuyau dedans et faire buller notre gaz dans l'eau de chaux et voir s'il se passe quelque chose, si elle devient trouble, et dans ce cas-là, si elle devient trouble, c'est qu'il y a du dioxyde de carbone. J'ai mon vinaigre ici, j'ai mon eau de chaux qui est bien translucide pour l'instant. Je peux ouvrir mon eau de chaux déjà et je vais mettre du bicarbonate dans mon vinaigre. Et on va fermer vite fait. Et on va faire buller. Donc vous voyez que ça devient bien trouble ici. Donc c'est les translucides et qu'elle devient blanche, ça veut bien dire qu'il y avait du dioxyde de carbone qui s'est ajouté. Donc c'est bien du dioxyde de carbone qui est produit par cette réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate. Et dernière chose qu'on va faire, je vais vous allumer une bougie. Je vais remettre du bicarbonate dans mon vinaigre et je vais le mettre au-dessus de la bougie sans lui verser dessus. On va voir ce qui se passe. Je le mets juste au-dessus. La flamme vacille, elle s'éteint direct. Et j'ai rien versé. On peut le refaire.
Je vous le refais qu'à un autre angle. Je le mets au-dessus de ma bougie et elle s'éteint direct. Et là, j'ai vraiment rien versé du tout, hein, c'est sûr. Donc le dioxyde de carbone a éteint ma bougie. Alors comment ça fonctionne? Le dioxyde de carbone, il est plus dense que l'air, ça veut dire qu'il va tomber vers le sol. Et pour qu'une flamme brûle, pour qu'il y ait un incendie, il faut 3 choses. Il faut un carburant, c'est ce qui va brûler. Un comburant, c'est ce qui va entretenir la réaction de combustion, le fait qu'il y ait du feu. Ça sera le dioxygène de l'air ici. Et il faut une source d'énergie. Il faut 3 choses, c'est le triangle du feu. Maintenant, vu que mon dioxyde de carbone est plus dense que l'air, il va remplacer le dioxygène. Il va descendre et remplacer l'air, il n'y aura que du dioxyde de carbone ici. Donc forcément, la réaction va s'arrêter parce qu'il manque un des réactifs. Donc la combustion s'arrête, la flamme s'éteint. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve des extincteurs au dioxyde de carbone. Donc voilà pour cette première vidéo sur les transformations chimiques. On va bien sûr approfondir tout ça. On va voir d'abord les équations de réaction. On verra un peu plus tard, après les atomes, on va voir les transformations chimiques à l'échelle atomique. Et puis on va aussi voir les réactions de combustion en détail. Sur ce, je vous dis à bientôt.